Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Pierre Marco, je suis le directeur du développement du cabinet Secafi et j'ai le plaisir d'animer ce débat autour de l'intelligence artificielle, de ses conséquences pour les salariés et de ses conséquences pour l'action des représentants du personnel. Pour nous aider à rendre un petit peu plus interactif cette table ronde, je vous propose de scanner ce QR code qui va vous renvoyer vers un questionnaire qui permettra de manière relativement ludique de remonter un certain nombre d'informations sur vos préoccupations et votre perception actuelle de ce qu'est l'intelligence artificielle. L'IA est une technologie qui se développe à grande vitesse, dont les médias parlent beaucoup. Les acteurs économiques attendent énormément de cette nouvelle technologie et souvent elle s'installe dans les entreprises en passant en dessous des radars du dialogue social. Et donc c'est le sujet que l'on souhaitait aborder avec vous aujourd'hui. Et pour m'accompagner dans le cadre de ce débat, j'ai le plaisir d'accueillir nos invités, à commencer par Béatrice Le Pagnol, qui est secrétaire adjointe de la CFDT Banque, qui est chef de file de la CFDT pour les négociations au sein de l'AFB et également membre du bureau de la CFDT. Bienvenue Béatrice. Pour compléter ce plateau, nous avons également Odile Chani. Odile est économiste à l'IRES. Elle coordonne depuis une dizaine d'années plusieurs projets européens autour des sujets de l'IA et du dialogue social technologique. Le dernier en date, qui nous en parlera, c'est Dialia, qui s'achèvera à la fin du printemps 2024 sur la déclinaison de l'accord cadre européen de 2020 sur l'IA. Projet qui est cofinancé par l'ANACT. Bienvenue Odile. Et enfin, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Gauthier, directeur de mission au sein du cabinet Secafi, spécialiste depuis plusieurs années de la digitalisation des entreprises, qui est confronté assez régulièrement, voire quotidiennement, par les sujets de la digitalisation et de l'IA. Et donc Christophe nous parlera de son expérience au sein du cabinet dans le cadre des missions qu'il conduit. Bienvenue Christophe. Alors nous avons choisi d'organiser ce débat autour de quelques thèmes. Le premier, c'est de commencer par débattre autour de ce qu'est l'IA. Finalement, tout le monde a une forme de représentation de ce qu'est l'IA. Les spécialistes en font un sujet extrêmement technique. Nous considérons que c'est un sujet qui est beaucoup plus classique et que l'on doit démystifier. Christophe, pour commencer, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce qu'est l'IA? Qu'est-ce qu'on peut en faire comme définition? Est-ce que cette technologie existait déjà avant qu'on en parle? Bref, c'est quoi l'IA dans les entreprises? Alors, donc l'IA dans les entreprises, c'est un peu comme le frelon asiatique en fait. C'est-à-dire que avant même de savoir d'où ça venait, il y en avait partout en France. Et pour vous, c'est un petit peu pareil, je pense. C'est-à-dire qu'effectivement, vous l'utilisez dans votre vie de tous les jours parce que ça vous sert à protéger votre messagerie, dans votre vie de tous les jours parce que ça vous sert à améliorer vos photos sur Instagram, parce que ça fait de la reconnaissance de vos notes de frais, parce que ça vous permet d'aider dans les contrats, parce que ça fait l'aide à la rédaction de vos textes. Et en fait, vous le faites depuis de nombreuses années. Et un peu comme les importateurs qui ne s'étaient pas rendus compte qu'en fait, il y avait des frelons asiatiques dans les cargaisons, les entreprises ne se sont pas non plus rendues compte que quand elles prenaient des contrats avec des éditeurs comme Salesforce ou Workday ou je ne sais, ou Microsoft Teams, en fait, il y a de l'IA derrière que vous utilisez sans même vous en rendre compte. Et en fait, donc, vous auriez du mal à vous passer. Si vous trouvez que frelon asiatique est une comparaison pas très agréable, vous pouvez vous dire que ne plus avoir de poivre, ne plus avoir de tomates dans votre cuisine, c'est un peu compliqué, alors que pourtant, quand ça a été introduit, c'était considéré comme toxique et donc pas à utiliser sous haute protection. Donc là, dans le sujet de l'IA aujourd'hui, ce que vous pourriez faire, et du reste, je vous invite les uns les autres à interroger votre DSI dans une réunion de CSE, vous verrez que, effectivement, souvent, comme élu du personnel, vous ne l'avez pas pu le voir parce qu'on vous a informé et consulté sur une réorganisation, alors que derrière, il y avait des outils et que dans ces outils, il y avait de l'IA. Au final, on nous parle souvent de l'IA en termes techniques, en algorithmes,
en sujets qui paraissent très éloignés d'une connaissance classique qu'on peut avoir des entreprises. Odile, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'impact de l'IA concrètement dans les entreprises, sur leur modèle économique, sur leur organisation, sur leur modèle social? Qu'est-ce que ça vient bouger dans l'entreprise en termes de curseur? Alors, je pense que la question qu'on se pose tous, qui a commencé un peu à aborder aussi Christophe, c'est de dire qu'est-ce qu'il y a de nouveau, de pas nouveau dans l'intelligence artificielle. Il me semble qu'il y a trois façons d'y réfléchir en se posant la question de l'échelle, de la nature et du temps, de la temporalité. Et c'est vrai que si on réfléchit en termes d'échelle, les réseaux de neurones, ça existe depuis longtemps, et les technologies numériques, ça existe aussi depuis longtemps. Par contre, il ne faut pas passer aussi à côté de la dimension complètement nouvelle et assez phénoménale de la capacité qu'on a maintenant en termes de calcul et du coup du déploiement en termes d'intelligence artificielle. Et ça a des conséquences très claires du point de vue des projets d'IA, c'est qu'il y a une forme, on le sait, de pari. On parie sur le résultat que peut ou ne pas faire certains projets, tel ou tel projet d'IA. Le deuxième point, me semble-t-il important, c'est la question de la nature. Dans le cadre des projets que j'anime ou que je coordonne, comme tu l'as rappelé Pierre, on a vraiment la conviction que non, l'IA n'est pas une technologie numérique comme les autres. L'IA a des spécificités, et ces spécificités, ça tient notamment au fait que, alors, on a découvert que ça faisait du contenu il y a 1 an et demi à peu près, enfin 1 an et quelques mois, mais que ça interagit, ça fait des recommandations, c'est prescriptif. Ça n'est pas une technologie numérique comme les autres. Et puis la question du temps, parce que tout simplement, un système d'intelligence artificielle, c'est du temps. Le temps d'apprentissage est très rapide dans certains cas. On a des cycles de développement des projets qui sont particulièrement rapides dans certains cas. Et toutes ces dimensions-là font qu'il faut quand même avoir conscience que ça, même si le potentiel de développement économique et sociétal est énorme sur l'IA, donc il y a 4 points sur lesquels il faut être vigilant. C'est d'abord, la première, c'est se dire... Certes, quand il y a des projets d'IA qui sont développés ou qui sont réfléchis par la direction, il y aura toujours des rendements, des retours sur investissement qui seront affichés. Par contre, l'analyse de risque ne sera pas toujours présente. Parce que justement, il y a cette dimension aussi de pari qui est faite. Le deuxième point, c'est qu'en fait, il y a quand même une question de partage de la valeur à l'heure actuelle créée par les systèmes d'intelligence artificielle qui est complètement inégale entre d'un côté les éditeurs et les fournisseurs et de l'autre les entreprises, et en particulier les TPE et les PME, et que cette répartition inégale, elle pose vraiment des questions. Le troisième point, c'est que l'IA, c'est souvent un prétexte, c'est-à-dire qu'on a un projet de restructuration et que l'IA est là comme un prétexte, et qu'effectivement, il faut arriver à relever et à identifier réellement ce qui se noue derrière les projets. Et puis aussi, l'IA, elle est invisibilisée. Donc en fait, si on raisonne du point de vue des impacts économiques, il faut prendre la mesure des transformations, prendre la mesure de ce qui se noue, de ce qui est nouveau, et comprendre aussi que les enjeux en termes de partage de la valeur, même d'identification de la valeur, sont énormes dans les entreprises et pour les salariés. Donc en fait, si je résume, l'IA va avoir un impact sur la génération de valeur économique dans les entreprises, peut avoir un impact sur les organisations des entreprises et également probablement un impact sur les compétences qui seront embarquées par les salariés pour maîtriser l'IA. Les impacts ils sont multidimensionnels et un point qui est essentiel, c'est qu'en règle générale, les impacts organisationnels sont très 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 rarement pris en compte. C'est-à-dire que quand on a un projet d'IA qui est introduit, les impacts, la métrique de gain de productivité prend très très rarement en compte le travail réel, et donc on n'est pas en mesure en fait d'avoir une estimation des impacts économiques et organisationnels dans l'entreprise dès lors qu'en fait on ne prend pas en compte l'organisation. Et c'est bien le problème, c'est qu'à l'heure actuelle on a des projets qui sont déployés sur la base de pilotes dans lesquels tous les enjeux organisationnels, trop souvent, ces enjeux-là ne sont pas pris en compte. Béatrice, dans le secteur de la banque, qu'est-ce qui se passe en matière d'IA? Quelle est ton expérience sur les projets d'IA dans la banque? Comment est-ce qu'ils sont reçus par les salariés? Qu'est-ce qui se passe concrètement aujourd'hui dans le secteur bancaire? Alors, dans le secteur bancaire et assurance,
l'IA est très très déployée depuis pas mal de temps et ça progresse toujours plus. Alors évidemment, tout ce qui est gestion administrative, back-office, ça fait très longtemps qu'il y a des aides à la gestion des dossiers, des documents. C'est très utilisé aussi en termes de lutte contre la fraude, vérification des conformités. Donc ça fait des années que c'est entré dans les banques et les assurances. Tout ce qui est aussi... mince, je viens de le perdre, ça va revenir. Ce qui se déploie de plus en plus, maintenant, c'est dans le marketing, puisqu'on fait des offres personnalisées aux clients selon des nouveaux process et des nouveaux algorithmes. Ça arrive de plus en plus en base avant avec des assistants commerciaux, donc préparation aux entretiens avec les clients. Il y a tout ce qui est donc les chatbots, les assistants conversationnels, que ce soit par mail ou par téléphone. On les a vus énormément progresser parce qu'au début c'était des scripts assez basiques avec si on a telle question on répond ceci, mais il n'y avait aucune adaptation et les utilisateurs étaient assez mécontents puisqu'en fin d'entretien souvent on demande aux utilisateurs s'ils sont satisfaits et il y avait très peu de taux de satisfaction, et là c'est en train de complètement changer avec l'intelligence artificielle générative, puisqu'elle apprend et qu'elle peut s'adapter, donc les réponses sont beaucoup moins stéréotypées. Et du coup, les taux de satisfaction des clients augmentent. C'est beaucoup utilisé aussi sur tout ce qui est octroi de crédit, puisqu'on est passé du simple scoring au départ. Là maintenant, de plus en plus, c'est les outils numériques qui, du début presque jusqu'à la fin, puisque la validation reste humaine, mais le processus est de plus en plus fait par les intelligences artificielles, demander les documents, s'assurer de leur conformité. Et ce qu'on voit maintenant se développer, c'est qu'ils arrivent aussi à contrôler des documents non normés. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait reconnaître une carte d'identité, une fiche d'impôt, mais maintenant, il y a une interaction. L'intelligence artificielle peut demander des documents supplémentaires, et y compris demander une attestation et reconnaître ce qui a été écrit et comprendre le document, même s'il n'est pas du tout normé. Donc là, on voit vraiment une évolution sur ces sujets-là. Pour assister aussi les salariés, proposer des réponses de mail, proposer des réponses toutes prêtes. Pour l'instant, elles restent encore validées par les salariés, mais on sent bien que de plus en plus, ça augmente. Et pour tout ce qui est gestion des contrats, c'est de plus en plus complet et les choses sont de plus en plus faites par l'intelligence artificielle. Et je rejoins complètement Odile, tout ça est passé complètement en dessous des radars des représentants du personnel, puisque il y a, dans notre secteur banque et assurance, c'est déployé partout, et il n'y a aucun accord sur le numérique ou sur l'intelligence artificielle. Et il y a eu 4 consultations, donc dans 4 entreprises seulement, avant le déploiement de ces usages. Tout le reste est passé complètement en dessous des radars. Alors on reviendra bien entendu sur les capacités d'action des représentants du personnel par rapport à cette technologie qui s'immisce tranquillement dans les entreprises et qu'on a parfois du mal à repérer. Mais d'abord arrêtons-nous un petit peu sur est-ce que l'IA est une menace ou une opportunité ? Souvent quand on écoute les acteurs qui sont au plus près du terrain, c'est constitué parfois, ça renvoie à une forme de menace. Pour autant, Odile, tu as évoqué le sujet de la valeur créée, des enjeux de partage de la valeur, de la façon dont cette valeur créée par les technologies pouvait être une opportunité pour les représentants du personnel dans leurs actions. Finalement, sur ce champ des menaces et opportunités, il y a un premier sujet, Odile, qui est finalement comment est-ce qu'on construit une IA de confiance avec un certain nombre de normes. On parlait tout à l'heure des normes européennes. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la réglementation et des modalités de régulation d'une technologie qui vient s'immiscer de manière très intime dans les données et potentiellement avec des enjeux de sécurisation? Alors, c'est vrai que la notion de confiance dans le cadre des systèmes d'intelligence artificielle, elle est majeure. Elle est majeure, mais aussi parce que les systèmes d'intelligence artificielle posent la question de la confiance qu'on peut avoir. C'est-à-dire que
prendre la mesure du fait que ce sont des systèmes qui interagissent avec nous, nous donnent des recommandations, produisent du contenu, amène nécessairement la question de l'acceptabilité et de la confiance. Alors on peut appeler ça confiance, trust en anglais, fiabilité. Il y a plein de façons de le nommer. Ceci étant, établir la confiance, ça passe par la régulation. Et cette régulation, elle se fait à l'heure actuelle à plusieurs niveaux. Elle se fait à l'échelle européenne avec le règlement sur l'intelligence artificielle qui est en phase de finalisation. Elle se fait aussi au niveau des standards. Et j'y reviendrai évidemment, elle se fait avec le dialogue social. Si on s'attache un tout petit peu à voir les potentialités, les limites de ce qui se noue avec le règlement sur l'intelligence artificielle, on peut se dire que c'est une bonne nouvelle quand en Europe, à l'instar du RGPD, on avance sur la question de la régulation, mais il faut quand même aussi qu'on garde en tête tout à la fois ce qu'ouvre comme champ d'action en termes dans l'entreprise, pour être précis, le règlement, et ce qui n'ouvre pas. Et le règlement, il est fondamentalement construit sur le marché. Le fondement du règlement sur l'intelligence artificielle, c'est l'article 114 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, c'est-à-dire c'est le marché unique. Et ce que fait le règlement, c'est qu'il va imposer un certain nombre d'obligations aux éditeurs, mais dès lors qu'en fait on essaie de regarder dans le détail le type d'obligations qui vont incomber aux éditeurs et aux utilisateurs, donc à nous tous, citoyens et représentants d'organisations, d'entreprises, d'administrations, etc., en fait, on se rend compte qu'il y a plein de trous dans la raquette, et en particulier, notamment, ne serait-ce que l'implication des représentants des salariés et de la société civile dans les obligations qui vont incomber aux utilisateurs, ne serait-ce que l'idée de dire qu'il y a une consultation obligatoire des représentants du personnel quand il y a un SIA qui est introduit. C'était une avancée du Parlement, ça n'a pas été retenu systématiquement dans la version finale du règlement. Et puis, il n'y a aucune garantie, il faut vraiment qu'on en ait conscience, sur les droits fondamentaux. C'est-à-dire que les droits fondamentaux, le premier temps aussi, les questions des enjeux de discrimination et liberté de parole, notamment syndicale aussi, par exemple. Ces droits-là ne sont pas garantis dans le règlement. Et du coup, en creux, on peut se dire, finalement, ça laisse paradoxalement beaucoup de place au dialogue social pour finalement faire ce que ne fait pas le règlement et ce que nous on appelle dans les projets qu'on déploie, cette forme de contrôle de premier niveau. Les représentants du personnel, le dialogue social, ça peut permettre effectivement de faire ce que ne fait pas, ce que ne prévoit pas le règlement, de prévoir ce contrôle de premier niveau dans l'entreprise et l'organisation. À travers un accord d'entreprise, un accord de méthode, à travers quel type de véhicule? Alors, on va y revenir, je crois, effectivement dans notre discussion, mais déjà, mobiliser ce qui existe. Il y a un certain nombre de droits qui existent et qui sont déjà à notre portée, ne serait-ce que tous les articles aussi du RGPD et l'information consultation, mais aussi tout simplement en réfléchissant à effectivement des accords de cas, des accords de méthode. Et d'ailleurs, c'est effectivement bien la logique dans laquelle s'inscrit le projet qu'on mène qui s'appelle Dialia, qui est cofinancé par l'ONAC, que de réfléchir à tout le potentiel qui nous est donné par l'accord cadre qu'ont signé les partenaires sociaux à l'échelon européen en juin 2020, juste en plein Covid, sur justement la façon dont on pourrait s'emparer, alors au niveau interprofessionnel, comme de branches ou d'entreprises, de l'enjeu de l'intelligence artificielle pour effectivement mettre en œuvre des accords et de la négociation sur ce sujet. Menaces, opportunités pour les salariés. Béatrice, tu nous as présenté quels étaient les applicatifs aujourd'hui de l'IA dans la banque. Entre menaces sur l'emploi, transformation, développement des compétences, partage de la valeur, finalement, comment est-ce que les salariés au sein de la banque perçoivent l'IA? C'est quoi les risques et les opportunités aujourd'hui? Alors, les opportunités, elles sont multiples. C'est vrai que ça permet aux salariés, toutes ces tâches qui sont faites par l'intelligence artificielle, ça permet aux salariés de se recentrer sur leur cœur de métier, sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Globalement, je dirais, si on était très optimiste, ça ne devrait être que des opportunités.
l'intelligence artificielle, puisque ça augmente les capacités humaines, donc ça peut augmenter la qualité du travail, ça peut augmenter également la qualité des conditions de travail. Mais pour ça, il faut que ce soit pris sous un angle différent de celui uniquement des réductions de coûts. Et malheureusement, les directions prennent souvent cet angle et l'envisagent en termes de réduction de coûts pour augmenter leur productivité. Et c'est là que les risques apparaissent, et encore plus si, comme je l'ai dit, on est complètement écarté des discussions. Les risques principaux, bon, ça a été dit, c'est des risques, les métiers changent, les conditions de travail changent, donc les salariés vont devoir acquérir de nouvelles compétences. Il faut qu'on ait connaissance de tout ça et qu'on ait une transparence. Il faut que les entreprises communiquent en toute transparence sur quelle est leur vision, quelle est leur stratégie, comment ils veulent faire évoluer les métiers, pour que les salariés et les représentants du personnel puissent anticiper tout ça. Alors, on a demandé au niveau de la branche des banques et des assurances, d'ailleurs, une étude d'impact. On a des observatoires des métiers. On a demandé une étude d'impact de l'intelligence artificielle sur tous ces sujets, compétences, évolution des emplois. Mais l'objectif, c'est d'avoir une cartographie des métiers. Quels métiers vont disparaître, quels métiers vont se développer ou apparaître, pour que les salariés puissent suffisamment en amont anticiper tous ces sujets. Et de là découle tout notre travail syndical, tout ce qui est gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, formation professionnelle, tout ce qui découle et qui permet d'accompagner les salariés. Le deuxième risque important sur l'emploi, parce que très clairement, on sent bien que si l'intelligence artificielle fait le travail de 100, 150, 1000 personnes, au bout d'un moment, ça ne va pas continuer comme ça, et il va y avoir des baisses d'effectifs. Ça a déjà commencé, donc on sent bien que ça va continuer. Donc il y a ce risque de fracture sociale. Les risques également, c'est que c'est de plus en plus utilisé en termes de ressources humaines. Donc que ce soit pour le recrutement, mais aussi pour l'évaluation des salariés, donc pour les promotions. Il y a de plus en plus l'intelligence artificielle qui rentre dans ces sujets, formation, et les risques de surveillance des salariés. Donc là encore, il faut qu'on soit au courant de ce qui est mis en place et que les salariés sachent ce sur quoi ils sont surveillés. Et bien sûr, le risque sur la santé, puisque les conditions de travail évoluent. Et il y a des nouveaux risques qui arrivent. Le fait, je l'ai dit, d'enlever aux salariés toutes les tâches les plus simples à faible valeur ajoutée, c'est une chose. Sauf que c'était aussi des moments de respiration pour les salariés. Et là, ils se retrouvent à ne faire que des tâches complexes avec une intensité de charge cognitive et mentale. Et donc, ils sont tout le temps en intensité de travail, avec plus ces moments de respiration où on fait quelque chose de plus simple et qui nous fait un petit sas dans la journée. Donc, il y a vraiment ces situations de travail et qui se cumulent avec notre quotidien depuis un certain temps maintenant, mais les mails, le téléphone et l'instantanéité qu'on attend des salariés. Il faut des réponses immédiates surtout. Donc il y a une sursollicitation et tous ces risques-là ne sont pas du tout ni évalués ni pris en compte pour l'instant. Donc ça sera notre travail syndical de les faire reconnaître. Christophe, un peu dans... Je pense à une chose également, il y a aussi un risque pour les militants syndicaux d'utiliser l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on pourrait être tenté de mettre des informations sur un logiciel d'intelligence artificielle pour avoir une aide pour construire par exemple un avis en CSE, ce genre de choses, sauf que là on met des informations confidentielles de l'entreprise et qu'il y a un risque juridique. Et il faut faire très attention à ça. Donc il faut que nous aussi, on prévienne nos militants pour qu'ils ne soient pas tentés de faire ce genre de choses. Ou en tout cas qu'ils le fassent en étant conscients de la bonne manière de le faire. Christophe, là-dessus. Tu veux que je prenne la parole s'il te plaît. T'aurais pas dû abuser du café. C'est très bien. C'est ça. Je suis désolé que ça te quitte étrange déjà de ce que je vais raconter. Donc menace, opportunité, je dirais aussi beaucoup maladresse, impréparation, et dans les trois cas, on va voir que vos positions, votre manière d'intervenir en tant que représentant du personnel est différente. On est malheureusement en cours en ce moment sur une mission où effectivement on est face à une entreprise
cynique, visiblement nostalgique des temps modernes de Charlie Chaplin et qui voudrait remplacer complètement l'humain par une IA générative. Dans ce cas de figure-là, votre action en tant qu'élite du personnel est toute tracée, vous la connaissez déjà, et on est dans le fait d'expliquer à quel point ça ne fonctionne pas. Je prendrai comme exemple le fait que tel institut météorologique bien connu est capable désormais de vous prédire qu'on a de la neige à 10 degrés, est capable de vous, tel autre grand quotidien est capable de vous parler d'un match de tennis qui n'a jamais eu lieu. Parce qu'effectivement, quand on retire l'humain, le problème de l'automatisation, comme dirait l'autre, c'est que c'est pas automatique. Et qu'il y a beaucoup de cas où on ne peut pas se passer de l'humain. Et que quand on écoute les sirènes des éditeurs d'IA génératifs qui vous disent « mais si, tu vas voir, c'est facile et tu vas faire des économies de ouf », en réalité, on fait surtout des pertes de revenus de ouf. Et évidemment, pour les salariés, le coût est double, mais quand on pense qu'à peu près 60% de l'économie est climato-dépendante, vous imaginez quand effectivement on est capable de dire qu'il va neiger par 10 degrés, tout le monde commence à se poser la question de quelle est la fiabilité de savoir comment je vais faire mes achats demain, de prévoir est-ce qu'il fait faire très chaud cet été ou au contraire très froid cet hiver. Le deuxième cas de figure, c'est l'impréparation, la maladresse, etc. D'accord ? Je pense que Monsieur Oups la boulette doit probablement être le chef de projet de pratiquement tous les projets de réorganisation avec mise en place d'IA dans les entreprises. Et nous, on est confrontés très régulièrement à tel groupe mutualiste qui voulait absolument préserver tous les effectifs, parce que c'est dans sa charte, sur les chargés de clientèle, mais qui après se désole que les chargés de clientèle ne soient pas capables d'utiliser les magnifiques recommandations d'IA pour relancer faire du rebond commercial par rapport à leur portefeuille. Et comme le disait effectivement Odile tout à l'heure, le sujet de l'impact sur l'organisation de travail est complètement laissé de côté. Et donc on a oublié que ces chargés de clientèle, ils devaient aussi faire de l'accueil du public, ils devaient aussi travailler dans des réunions en interne, etc. Et que du coup, on avait prévu des barèmes d'atteinte de rebond commercial grâce à l'IA qui étaient complètement irréalistes. Béatrice disait à l'instant sur le sujet de la charge cognitive, je vous rappelle quand même que le poids de votre cerveau, c'est 3% de votre corps. Mais l'énergie consommée par votre cerveau, c'est 20% de votre corps. Donc quand on est face à quelque chose où on vous dit tu vas avoir productivité, la productivité, ça veut juste dire que je vais être en intensité de travail en permanence. C'est pas possible, on peut pas tenir. Après, on s'étonne que les médecins sont probablement trop consentants pour donner des arrêts de travail, de burn-out, etc. Et que tous les salariés sont probablement devenus des chochottes. En fait, en réalité, on se retrouve avec un certain nombre de cas où, effectivement, cette augmentation, intensification qui est souvent, comment dirais-je, le corollaire de la mise en place d'outils d'intelligence artificielle, et notamment avec ce sujet de l'intelligence artificielle générative qui perturbe tout le monde. Tout le monde se dit « Waouh, c'est magique, regarde, trop bien, regarde ce qu'il m'a fait ». On a l'impression qu'on parle d'un animal de compagnie, vous voyez. En fait, en réalité, ce qui se passe, c'est que quand c'est les autres qui le font à ses dépens et qu'on se rend compte qu'on a utilisé son contenu de travail et que désormais on n'a plus de boulot, qu'on a automatisé tout un tas de choses avec les limites que j'ai évoquées tout à l'heure et ça ne marche pas. Donc on voit bien que votre action en tant que représentant du personnel ou dans des discussions syndicales, c'est justement d'aller aider. Et c'est bien le paradoxe de ces directions qui souvent ne savent pas reconnaître la valeur de ce que vous apportez dans votre action et votre mandat et votre engagement, c'est d'aider à fiabiliser des projets qui n'ont absolument pas intégré ces dimensions d'enjeux organisationnels, d'enjeux individuels, de santé des travailleurs et des salariés. Le dernier point, c'est celui de en quoi l'IA peut être au contraire une opportunité. Et là, en fait, je suis désolé de vous le dire, mais vous allez être bien seul. Parce que la plupart du temps, les entreprises ne regardent pas ça, puisque le sujet IA, il y a une espèce de pronostic autoréalisateur, de mantra IA égale productivité, qui est répété en permanence. Au lieu d'être IA égale augmentation, égale amélioration pour les salariés. Et là, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, que ce soit dans l'apprentissage adaptatif,
qui soit complètement personnalisé par rapport à vous, par rapport à vos temporalités, par rapport à vos capacités d'acquérir de nouvelles compétences. Il y a tout le sujet qui est lié à au conseil éclairé, évidemment, à la main de l'opérateur dans ces tâches d'activité. Il y a l'aide à la mobilité, l'aide à la prise de poste, l'aide à tout ce qui est DEI, qui est très cher à mon cœur, sur diversité, égalité, inclusion, où on voit bien que le monde a changé pour les sourds depuis qu'il y a du sous-titrage automatique dans toutes les vidéos sur Internet. Et ça marche aussi quand vous êtes en entreprise et que et qu'on a la possibilité désormais d'avoir la transcription automatisée qui est l'IA générative, faut se le dire. Quand on est dans une visioconférence professionnelle, je ne vous parle même pas du moment où c'est dans une visioconférence dans une autre langue, vous avez une traduction automatique. Et on voit bien à quel point ça va être une aide pour améliorer aussi dans des sujets transculturels, etc. Donc on a toutes ces améliorations-là qui existent, mais il va vraiment falloir aller les chercher, parce que la plupart du temps, dans cette espèce de contrainte de il faut augmenter la marge, baisser les coûts, etc., toute cette partie-là qui pourtant est déterminante pour la performance de long terme des entreprises, il y a peu de gens pour la porter. D'accord ? Et là aussi, c'est bien par votre action, au travers des processus d'information-consultation, au travers des actes de négociation, au travers des sujets que vous portez, au travers de l'interrogation que vous avez avec les collectifs et les salariés, que vous pourrez les mettre en avant. Et je finirai par un dernier point qui est celui du dialogue social ou du travail syndical dont parlait Béatrice. Il est évident que les nouveaux outils, désormais, il y a un fossé colossal entre les obligations légales dont vous bénéficiez, obligations pour l'employeur. On sait que malheureusement, plus, elles ont plutôt tendance à aller vers le bas ces derniers temps. Donc, ça se passe de la simplification. Et donc, dans ces obligations, effectivement, quand on voit ce que vous obtenez au travers d'un bilan social, au travers des documents, des notices d'information, des autoconsultes, etc., en fait, ce qui se passe, c'est qu'à côté, eux, ils ont 10 fois plus d'informations au travers des systèmes d'information. Et il y a une carence là d'accéder au même, d'avoir une égalité d'accès à la négociation et d'accès à l'information par rapport aux outils qui sont mis à la disposition des représentants du personnel. Et dans votre travail, avec les réserves qu'à très juste titre Béatrice indiquait, il y a clairement un enjeu de dire oui, effectivement, les outils d'IA générative, mais de manière générale, les outils numériques, sont des sujets pour lesquels les élus du personnel et les sections syndicales doivent profondément s'en emparer. Du reste, il y a plein de gens dans la salle, j'en suis sûr, et puis plein de personnes qui témoignent de comment ça a beaucoup permis d'aller compenser ce qui malheureusement est notre vécu depuis quelques années, qui est la mise en place des CSE. C'est insuffisant, mais en revanche, c'est devenu une étape obligée, ne serait-ce que parce que l'ensemble des salariés est très connecté, et donc c'est aussi un axe par lequel vous avez une meilleure capacité à interagir avec eux. Tu as déjà largement abordé le dernier thème de cette table ronde, qui est finalement, en tant que représentant du personnel, comment est-ce qu'on peut agir. On avait prévu peut-être d'intercaler le résultat du questionnaire rapidement, puisqu'on a déjà entamé pas mal le temps. Bon, celle-là, ok, on va la passer. Bien entendu, l'IA, c'est l'intelligence artificielle. Elle est synonyme de quoi? Alors là, pour le coup, c'est beaucoup plus équilibré. Un moyen d'améliorer les conditions de travail qui arrive en première position, suivi de près par une menace sur l'emploi. On voit bien cette ambiguïté qui existe dans la représentation de l'IA. Également une opportunité de développement des compétences. Forcément, on va peut-être avoir moins d'emplois, mais des métiers plus qualifiés, plus denses, plus exposés à une charge cognitive importante. Une évolution naturelle du monde, certes. Une catastrophe sur les seniors, pas vraiment. Peut-être que vous considérez que les seniors vont réussir à s'adapter à cette transformation, en tout cas vont l'intégrer facilement. Le secteur, effectivement, tous les secteurs, de votre point de vue, seront d'une manière ou d'une autre concernés par l'IA. Alors, la musique et l'agriculture, tiens, arrivent en dernier. On a eu le plaisir d'assister à quelques concerts de qualité ces derniers jours, mais l'IA est utilisée aussi pour l'industrie musicale. L'agriculture, figurez-vous qu'il y a de grandes attentes sur l'IA
par rapport aux gains de productivité possibles dans l'agriculture. Comment l'IA peut-elle contribuer à la sécurité au travail en étant une aide à la prévention, en surveillant mieux les risques, en remplaçant les travailleurs? Oui, c'est une façon d'assurer la sécurité du travail, de le faire disparaître. C'est du second degré, bien entendu. Votre principale préoccupation, 75%, la domination du travail par des machines, la perte d'emploi et arrive en dernier la discrimination. On voit bien qu'on a tous été marqués à un moment ou à un autre par Terminator. En tant que représentant du personnel, comment agir sur le sujet IA et travail? Ça va être le dernier sujet de notre table ronde. Tu as commencé à en discuter, Christophe, en comprenant mieux les enjeux de l'IA. On espère que ces échanges vous auront aidé à progresser là-dessus. En négociant des accords pour protéger les droits des travailleurs, c'est ce que tu disais d'une certaine manière, Odile, tout à l'heure. À ce jour, je ne sais pas comment agir arrive de manière assez faible, donc vous vous sentez finalement relativement armé sur ce sujet, et bien entendu, en ignorant complètement l'impact de l'IA, arrive relativement en dernier. Merci beaucoup, Jean-Mathieu. Dernier point de notre table ronde, comment est-ce qu'on agit quand on est représentant du personnel? Alors, tu as commencé largement à entamer le sujet, Christophe, je t'en remercie d'ailleurs. On voit que tu es inarrêtable sur le sujet et passionné. Mais concrètement, il y a une information consultation, ou il n'y en a pas d'ailleurs. Comment est-ce qu'on aborde le sujet? Comment est-ce qu'on l'impose dans le cadre du dialogue social en entreprise? Alors, déjà, je voudrais Rapidement. rappeler l'enjeu de la régulation. Ça a été largement évoqué, c'est un travail, maintenant on compte en décennies, un travail, une application de Béatrice et de Dil qu'il faut mettre en avant, parce que sans régulation, il n'y a pas d'élu du personnel, et sans élu du personnel, on sait que la protection des salariés est 50% plus faible que quand il y en a, que les augmentations de salaire sont 50% plus faibles que quand il y en a. Donc le premier sujet, c'est effectivement appuyez-vous sur les droits et créons des conditions d'avoir une régulation plus puissante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est dans les processus actuels, par exemple d'orientation stratégique, le premier sujet, de notre point de vue, ou de mon point de vue, ça va être le sujet de « mais finalement, ce projet va servir à quoi ?» Parce qu'en fait, tout le monde va être extrêmement prolifique pour vous dire comment ce projet a réussi. Mais en fait, il servait à quoi? Ça, en fait, c'est un peu comme quand vous recevez le chef de projet en réunion de CSE et que vous vous rappelez même plus de la question que vous lui aviez posée. Donc, il y a un sujet qui a un moment de se dire « bah oui, mais effectivement, l'impact bénéfique qu'on attendait de ce projet-là, quel est-il » et on revient sur le sujet dont on parlait avec Odile, qui est le partage de la valeur, clairement. Si le projet a réussi, il doit avoir apporté des bénéfices. Et s'il y a des bénéfices, il faut se dire de comment on les partage. Le deuxième sujet, c'est, vous êtes interrogé, par exemple, dans la formation consultation sur la politique sociale. Il y a des enjeux de santé, Béatrice en a parlé, il y a des enjeux emploi, on en a largement parlé aussi. Il y a clairement, de manière générale, un ensemble de modalités à regarder, et il va falloir aller creuser, parce que là encore, on ne va jamais vous faire le lien direct entre ces outils, où on va vous parler de phénomènes opérationnels, et voire même quand ils sont opérationnels, parce que la plupart du temps, on vous parle de chiffres, avec des moyennes, vous n'allez pas retrouver effectivement comment ça se ramène au terrain que vous connaissez. Donc là, il y a aussi un travail à aller faire, de voir c'est quoi l'impact de tous ces nouveaux projets. Il y a un enjeu de santé avec tous les nouveaux risques psychosociaux qui sont liés. On en a largement parlé, je ne continuerai pas. Et enfin, il y a des sujets de négo. Odile parlait, et je m'inscris complètement effectivement dans cet axe-là, des sujets des droits fondamentaux. J'ai le droit à ma liberté de penser, mais en fait, j'ai aussi le droit à ma liberté de ce que je n'ai pas encore pensé, mais qu'il y a déjà compris de moi. Or, c'est aujourd'hui un des gros enjeux. C'est le fait que, tu parlais de Terminator, mais on pourrait parler de Minority Report. Voilà, j'ai pas encore fait une boulette, mais je suis déjà viré parce que l'IA a compris que j'allais faire une boulette. J'ai un sujet où j'ai quand même le droit, le jumeau numérique est dans mon contrat de travail, c'est-à-dire que l'entreprise ne peut pas dire que toutes les traces numériques de ce que je fais pour elle lui appartiennent. Donc j'ai droit aussi à ces éléments qui sont constitutifs de moi en tant que personne, moi en tant que travailleur.
Béatrice, quand on est responsable syndical, comment est-ce qu'on prépare les militants, les représentants du personnel à ces sujets? Quelles sont les actions que vous mettez en place au sein de la CFDT Banque pour Banque Assurance pour vous préparer à ce sujet? Alors déjà, il faut dédramatiser le sujet et décomplexer les militants. On ne nous demande pas, et on ne nous demandera jamais, de toute façon on n'a pas les qualifications pour, de comprendre les algorithmes et de les décrypter. Ça, c'est pas pour nous. Par contre, il faut continuer de faire ce qu'on sait faire, négociation, consultation, mais de rentrer ces sujets là-dedans. C'est à l'entreprise de rendre ces sujets intelligibles pour les salariés et pour les représentants des salariés et de nous communiquer les finalités, pourquoi on met cet algorithme, quelle est la finalité et quel est y compris en termes de gain de productivité. Enfin, c'est à l'entreprise il faut renverser les choses. En termes syndicalement, voilà, il faut continuer de faire ce qu'on sait faire. Quand on est consulté, par contre, bien mettre ces sujets dans chaque bloc de consultation. Dans les 3 blocs, ces sujets ont leur intérêt. Donc poser des questions. Il faut demander un audit en CSE de tout ce qui a déjà été installé sans qu'on soit consulté pour repartir sur un bon pied et exiger d'être consulté pour ce qui sera ultérieurement mis en place. Et en termes de négociation, au niveau fédéral, l'objectif, c'est bien d'avoir une cohérence et une cohésion de nos équipes. Donc, on construit des axes revendicatifs avec les points les plus importants. Évidemment, dans chaque entreprise, il y a des spécificités, donc chacun adapte à son niveau, mais il y a des incontournables. Le fait d'avoir des usages éthiques et responsables, d'avoir toujours un contrôle humain à un moment donné de la chaîne, parce qu'on sent bien qu'ils sont tentés pour de plus en plus enlever le contrôle humain, et puis une connaissance des choses et qu'on nous dise en toute transparence, y compris si des métiers vont disparaître, on peut l'entendre syndicalement, mais ce qu'on veut, c'est ne pas l'apprendre par la presse, c'est être prévenu suffisamment en amont pour accompagner les salariés, et comme je le disais, surtout le sujet de préparation, de formation et de se projeter dans sa carrière professionnelle. Donc transparence, anticipation, éthique. Il faut aussi qu'on obtienne par la négociation de nouveaux droits à expertise, parce qu'on a besoin d'être accompagné sur ces sujets, et de nouveaux droits à formation syndicale, parce qu'il y a 12 jours de formation syndicale. Si on doit se rajouter une louche pour comprendre les enjeux de l'intelligence artificielle, il nous faut plus de jours de formation pour ces sujets-là. Et évidemment, l'incontournable, c'est la prise en compte de tous les nouveaux risques psychosociaux. Donc ça, c'est au niveau de l'entreprise, c'est juste ça, c'est de dire, parce que les directions ont beaucoup communiqué comme ça en disant aux élus, bon ça on ne vous en parle pas, dans le meilleur des cas, ils font des présentations. Donc ils font des présentations, ils expliquent les tests qu'ils sont en train de mettre en place, mais il n'y a pas de dialogue social, il n'y a pas d'échange et on ne peut pas intervenir. Quand on pose des questions, quand on dit des choses, ils nous disent non mais c'est très compliqué, c'est des algorithmes, vous ne pouvez pas comprendre. Ça ne change en rien les conditions de travail. C'est faux, ça impacte complètement les conditions de travail. Et concernant les algorithmes, l'objectif, c'est pas de comprendre, c'est de connaître la finalité. Donc là, il faut vraiment qu'on mette le pied dans la porte et qu'on s'impose sur ces sujets, parce que de toute façon, la loi prévoit que ce soit des sujets de consultation. Et ensuite, au niveau du partage de la valeur que vous avez évoqué déjà, c'est vrai dans l'entreprise, mais c'est vrai aussi au niveau de la société. Je pense qu'il faut qu'on commence à réfléchir à ces sujets, parce qu'on voit bien que ça avance très vite, mais les sujets de partage de la valeur, les entreprises, si elles continuent de produire des gains et qu'en contrepartie, elles se séparent de plus en plus de salariés, il faudra peut-être réaffecter ces gains vers la protection sociale, vers plus de formation, y compris en dehors de l'entreprise, si jamais les salariés n'y sont plus. Et puis des questions de gain, de partage du travail aussi, s'il y a moins de travail pour les humains, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les ramène gentiment vers la porte, ou est-ce qu'on réfléchit à une société où on amortit ce chômage technologique en gardant les salariés dans l'entreprise, mais au lieu de travailler 35 heures, ils travailleraient 30 heures ou moins. Donc je pense que dès maintenant, il faut se questionner sur tous ces sujets. C'est très clair.
Odile, pour le mot de la fin, le dialogue social dans tout ça, comment est-ce qu'il peut être un élément qui permet de rassurer, de rendre ce sujet beaucoup plus, je ne vais pas dire neutre, parce qu'il ne le sera pas, mais en tout cas, comment est-ce qu'il peut permettre de traiter le sujet de l'IA correctement en entreprise? Alors, j'abonde tout à fait dans le sens de ce que vient de dire Béatrice sur le fait que le sujet n'est pas de devenir un spécialiste de l'IA, mais il y a un enjeu majeur aussi qui est celui de s'acculturer aussi parce que c'est là où on va comprendre quelles sont nos potentialités en matière de dialogue social. Et quand je dis s'acculturer, aussi comprendre que les directions sont parfois aussi peu au fait de ce qu'elles mettent en place que les salariés. C'est-à-dire qu'il y a dans ce qui se passe avec l'introduction des SIA une délégation aux sachants. Et la délégation aux sachants, c'est la délégation à certains gros cabinets qui sont des éditeurs. Le point, pour moi, me semble-t-il majeur dans la capacité qu'on a de mettre le dialogue social devant, c'est ça passe quand même par une phase d'acculturation, mais de compréhension de comment fonctionne un projet de système d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que vous aurez beau vous dire que vous avez tous les outils juridiques existants à votre portée, si vous ne comprenez pas que vous arrivez trop tard parce que le pilote a été déployé et que de toute manière la décision a été prise, ça arrivera trop tard. Et donc, s'il y a quelque chose qui peut-être peut vraiment contribuer à se donner du pouvoir d'agir, hein, c'est de comprendre comment fonctionne un système, un projet de système d'intelligence artificielle, comment est-ce qu'il est déployé, quelles sont les questions qu'on se pose au niveau du cahier des charges, comment est-ce qu'on le développe, quels sont les pilotes qui sont mis en place. Si c'est un pilote qui est mis en place au UK, vous pourrez toujours attendre au comité d'entreprise européen, il n'y aura pas de déploiement transnational, et donc vous ne pourrez pas mobiliser ça à toutes les instances, et comprendre où on peut agir, et se dire finalement, là où le dialogue social peut jouer, c'est de se dire comment fonctionne ce projet, comment il est introduit, comment il est déployé, et finalement essayer d'agir se dire il faut être présent à tous les moments. Mais ça reboucle sur un point qu'on a évoqué au début de notre discussion, qui est celui de la temporalité. C'est-à-dire qu'il y a une troisième dimension qu'il faut vraiment prendre en compte. Quand on parle d'intelligence artificielle, c'est le temps. Le temps, c'est celui évidemment du déploiement, mais c'est aussi le cycle de vie du système d'intelligence artificielle. Un système d'intelligence artificielle, quand il rentre dans l'entreprise, il n'est pas fini. Il continue à être entraîné et il peut continuer à produire des biais de nature très diverses, et en particulier en matière de droits fondamentaux. Donc pour conclure, pour traiter efficacement le sujet, être le plus en amont possible, installer le dialogue social dès les phases de conception, être offensif sur le sujet, et donc essayer d'agir dès l'émergence du projet. Oui, avec toutes les limites qu'on connaît sur la capacité de le faire. Mais l'acculturation, la compréhension, je pense, cette dimension d'acculturation qui n'est pas technique, hein, elle est fondamentale, je pense, pour tous les acteurs dans l'entreprise, pour comprendre effectivement où ils peuvent agir. Merci beaucoup, je crois qu'on en a terminé. J'espère que ce débat vous aura apporté un certain nombre de réponses à vos questions. Je vous invite bien entendu à venir nous rejoindre dans notre loge si vous souhaitez plus d'informations sur le sujet. Et je vous souhaite en tout cas un bon déjeuner. Merci à tous.